Ce crime est le plus terrifiant et le plus horrible dont j'ai été témoin durant toute ma carrière de journaliste. Je me souviens qu'à cette époque, il régnait un climat de terreur. Un demi en 10, plus un demi en 10, ça fait pas 1, ça fait 0. Cette enquête est digne de la Pink Panther. Le monstre se moquait littéralement de la police. Dans la nuit du 21 août 1968, une Alfa Romeo blanche est garée dans un sentier peu fréquenté près d'un cimetière. Un enfant dort sur la banquette arrière, pendant que sa mère fait l'amour à un jeune ouvrier de Palerme. Comme la nuit est chaude, les fenêtres arrière sont baissées. Vers minuit, 7 coups de feu atteignent mortellement l'homme et la femme. Puis, silencieusement, une ombre soulève le jeune enfant et le sort de la voiture pour l'amener à travers champs. Ce crime passionnel va déclencher la traque d'un tueur occulte insaisissable. Florence, colorée et animée l'été, sombre en novembre dans la morosité et la grisaille. La beauté et le sublime célébrés par les œuvres de Botticelli font place alors aux mondes infernaux de Dante. À l'aube de l'an 2000, les Florentins demeurent inquiets. Leur ville, qui a donné tant de beauté au monde, héberge depuis 40 ans un tueur invisible qui sème la terreur parmi les jeunes amoureux. Je me souviens qu'à cette époque, il régnait un tel climat de terreur que les autorités de Florence avaient affiché dans les parcs, les lieux publics et même dans les banlieues de la ville des tracts à l'intention des adolescents. Gardez l'œil ouvert, les jeunes. C'était dans le but de les sensibiliser à être aux aguets et à surtout éviter les lieux isolés, là où le monstre de Florence pourrait frapper. Donc les crimes du monstre de Florence se sont déroulés, on peut dire, entre 68 et 85. Bien que le premier crime, celui de 68 justement, a été commis avec le même revolver, mais presque sûrement, ou sûrement, pas par le monstre, mais par quelqu'un d'autre. Donc la véritable période, c'est entre 73 et 85. Ce monstre a réveillé de vieilles querelles de clans et de pouvoirs cachés qui rappellent les horreurs et les chasses aux sorcières du Moyen-Âge. Dans cette atmosphère, un auteur américain, Douglas Preston, débarque à Florence pour y écrire son prochain roman policier. Pour se documenter sur les techniques d'enquête policière en Italie, les gens de la place lui conseillent de rencontrer Mario Spezzi, un journaliste connu du journal La Nazione de Florence. Dès leur première rencontre, Mario Spezzi lui parle d'une série de meurtres insolites attribués à un tueur introuvable. La première chose qui cloche dans tous ces meurtres est que l'assassin est insaisissable, qu'il est un tueur en série solitaire, selon la rumeur. Oui, il a tué tous ces gens. Nous parlons de 7 doubles meurtres. Mais personne ne mentionne le caractère très particulier dans sa manière de tuer et de mettre en scène les corps. Et je n'oublierai jamais la description que Mario Spezzi m'a fait des scènes de crime. Il me disait que la plupart des scènes de crime étaient très brouillonnes, du désordre, du sang partout, des objets brisés, un chaos innommable, une violence évidente régnait sur les scènes de crime. En revanche, les scènes de crime attribuables aux monstres étaient très différentes. C'était un peu comme une présentation muséale. Tout était en ordre, tout était méticuleusement organisé, tout était parfait et à sa place.
Le monstre avait planifié son crime jusque dans les moindres détails. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il ne choisissait pas ses victimes, mais plutôt la scène de crime. Et tel une araignée, il attendait l'arrivée des victimes. Pour Mario Spezzi, cette histoire commence le dimanche 7 juin 1981. Ce matin-là, il traîne au journal, remplaçant le chroniqueur judiciaire de la Nazione pour la journée. Par acquis de conscience, avant de quitter à midi, il s'arrête au poste de police tout près du journal. Au poste, c'est la panique. En voyant débarquer la presse, le commandant lui dit « Je sais seulement qu'ils sont 2 ». Spezzi lui répond alors « Je veux juste savoir où ». Il lui répond « Via dell'Arigo ». Par chance, Mario Spezzi connaît bien cette route de campagne et il y arrive bien avant les équipes de la police scientifique. Quand les policiers arrivaient sur les lieux du crime, Mario Spezzi était déjà là, parce qu'il arrivait toujours sur la scène des meurtres avant les enquêteurs. Sous le soleil radieux, l'endroit est calme, idyllique. Le seul carabinieri sur place indique à Mario Spezzi qu'il reconnaît un petit sentier qui traverse le Livret. Au bout du sentier, près d'un cyprès, une voiture. Et au volant, un jeune homme semble dormir paisiblement sous le ciel bleu immaculé de Toscane. Arrivant plus près, Mario Spezzi découvre qu'il a été tué d'une seule balle dans la tempe. Derrière la voiture, étendue dans les fleurs sauvages, une jeune fille dort elle aussi pour l'éternité. Elle repose sur le dos, nue, à l'exception d'une chaîne en or autour du cou. Elle aussi a été tuée d'une seule balle de petit calibre. Par terre, le contenu du sac à main a été éparpillé. L'image paraîtrait presque paisible si le tueur n'avait pas charcuté le sexe de la jeune femme pour l'emporter avec lui. Le meurtre de 1981 à Via dell'Arigo était un meurtre typique, et c'était le premier que couvrait Mario Spezzi. Tremblant, le jeune reporter quitte pour le journal à l'arrivée de l'équipe d'enquête scientifique sur la scène de crime. Tant au journal qu'au poste de police dans la vieille ville, l'enquête est lancée. Les policiers ont rapidement identifié les victimes. Carmela Denuccio, 21 ans, travaillant pour la maison Gucci, et Giovanni Foggi, 30 ans, employé de la compagnie d'électricité. Le couple devait se marier. Giovanni a été atteint de 3 balles et 5 balles ont atteint Carmela. Cependant, les policiers n'ont trouvé que 5 des 8 douilles Winchester de calibre 22 qui auraient dû se trouver près de la voiture. Une arme bien précise a été utilisée pour ce meurtre. Un Beretta. Un pistolet Beretta de calibre 22 dont le percuteur défectueux laissait une trace caractéristique unique sur les douilles. Donc, toutes les douilles qui restaient après l'usage de cette arme pouvaient être reliées à ce pistolet. Et c'est ainsi qu'on a pu établir le lien entre les différents meurtres du monstre. Au matin du 7 juin 1981, un jeune couple est retrouvé mort dans un chemin de campagne au sud-ouest de Florence. De toute apparence, durant la nuit, ils ont été abattus dans leur voiture. La femme a été traînée post-mortem à l'arrière de la voiture et l'assassin lui a enlevé avec précision une partie du sexe de 3 coups nets de couteau. Le chemin de terre où les victimes ont été trouvées est connu pour attirer autant les couples de jeunes amoureux que des voyeurs. Vous savez, tout en Italie, tout prend des relents, disons, presque théâtraux. L'endroit où ces crimes ont eu lieu, presque une industrie s'était organisée des voyeurs. Les jeunes n'avaient pas où aller s'ils voulaient avoir des rapports, et donc ils se cachaient dans leur voiture. Toute une région, dans cette partie de la région de Florence, était connue
Vous aviez des voyeurs avec des jumelles infrarouges qui venaient surveiller. Enfin, quand ces crimes sont sortis et que le public a commencé à entendre parler de ça, de nombreux gens étaient très très embêtés, et non pas embêtés, mais choqués de savoir que des dizaines et des dizaines d'hommes allaient, comme on dit vulgairement en français, mater ce qui se passait dans ce coin de la Toscane. Tandis que les enquêteurs s'affairent à interroger certains d'entre eux, au journal La Nazione, un reporter ressort une ancienne affaire. Spezzi et les membres de la rédaction sont stupéfaits à la lecture des articles du journal de l'époque. Ils sont persuadés qu'ils ont affaire à des meurtres en série. 7 ans plus tôt, en 1974, cette fois au nord-est de Florence, un couple d'amoureux, Pasquale Gentilcore, 19 ans, et Stefania Pettini, 18 ans, sont assassinés sur un chemin de terre près de Borgo San Lorenzo. Le couple venait de décider de se marier. Pasquale avait reconduit sa sœur à la discothèque au centre-ville vers 22 h et devait venir la chercher à minuit. Entre-temps, il avait amené sa petite amie Stefania sur un chemin de campagne fréquenté par les amoureux. Il ne faut pas oublier qu'en Italie aussi, dans les années 70, 80, beaucoup de jeunes vivaient chez leurs parents et n'avaient pas d'exutoire pour se rencontrer. Peu de temps avant minuit, selon un témoin qui a entendu les coups de feu, Pasquale est atteint par 5 balles de petit calibre et Stefania est blessée à la jambe par 3 balles. Elle est traînée hors de la voiture et l'assaillant l'achève de 3 coups de couteau au sternum avant de la déplacer derrière la Fiat 127. Là, le tueur s'acharne sur son cadavre. Il y a eu, comment dirais-je, presque un crescendo dans sa façon de tuer. D'abord, il a toujours agressé un jeune couple qui était en voiture à la campagne. Il attaquait avec un revolver. On a établi que c'était un vieil Beretta 22 comme calibre, petit calibre. Ce qui est curieux, c'est que les balles utilisées sont marquées d'un H, en hommage à l'un des inventeurs de l'entreprise Winchester, Tyler Henry. Ce modèle de balle Winchester a cessé d'être produite au milieu des années 1960. D'abord, il se prenait au garçon pour éliminer probablement le théorique danger pour lui. Et ensuite, la jeune fille. Ensuite, il l'entraînait loin de la voiture, loin de son compagnon, dans une manière symbolique d'en prendre possession. Puis, il procédait à des mutilations rituelles. Au premier de ses crimes, il a, comment dirais-je, sous le corps de la jeune fille, il a fait comme des dessins avec la pointe du couteau. Pas vraiment des blessures, mais des petites blessures. On a compté environ 99. Autour des seins, autour de la zone publique. Et puis, il a violé la fille avec une branche de vigne. Il y a 6 années de son crime. Dans le crime suivant, en juin 81, toujours un jeune couple qui est dans une voiture à la campagne, et toujours un samedi sans lune ou presque sans lune. Il tue toujours avec sa Beretta. Puis, pour la première fois, il découpe entièrement la zone pubique de la jeune fille et il l'emporte avec lui. Le tueur a utilisé le même mode opératoire en 1974 et en 1981. Chaque fois, 8 balles ont été tirées, mais seulement 5 douilles ont été retrouvées sur les lieux. Le sac à main des jeunes femmes a été éparpillé autour d'elles. Quelques articles ont été minutieusement disposés, d'autres ont été volés. En 1974, le tueur a appelé les policiers pour leur indiquer où trouver le soutien-gorge de la victime. Il n'y avait aucun doute que l'assassin était un seulement, car non seulement il employait toujours le même revolver, les mêmes cartouches, le même couteau, mais
il a fait toujours les mêmes choses, les mêmes mouvements. Par exemple, chaque fois, après les avoir tués, il a extrait de la voiture le corps de la jeune fille et il a fait quelque chose qui, d'un point de vue logique, n'a pas de sens. Il a éloigné le corps d'une dizaine et même plus de mètres de la voiture. Et pas dans un endroit caché, parfois des endroits très ouverts. Avant même la parution le lundi matin de la nouvelle sur l'assassinat sur Via dell'Arigo, les enquêteurs ont déjà un suspect, un voyeur du nom de Vincenzo Spalletti, un chauffeur d'ambulance connu pour épier les couples la nuit. Il est accusé et incarcéré. Ensuite, il y a eu toute une réunion de personnages qui rentrent et qui sortent dans l'histoire, dans cette histoire. Vous savez, rien n'est simple. C'est pas une histoire linéaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, au début de l'enquête, on pensait qu'il s'agissait d'un tueur. Tandis que Spalletti est en prison, son épouse et son frère reçoivent des appels anonymes qui affirment que l'ambulancier sera bientôt lavé de tout soupçon. Spezzi continue d'écrire sur le développement de l'enquête policière. Il ne cache pas son scepticisme quant à l'arrestation de l'ambulancier, qu'il trouve prématuré. Les événements vont lui donner raison. Le 23 octobre 1981, cette fois, le tueur frappe à l'ouest de Florence. En fin de matinée, 2 retraités venus arroser leur potager découvrent un couple sauvagement assassiné durant la nuit. La femme a été sortie du véhicule et son pubis a été découpé et le contenu de son sac disposé de manière symbolique. Le samedi 24 octobre 1981, Spalletti, l'ambulancier toujours incarcéré, pousse un soupir de soulagement en voyant à la une du journal « Le meurtrier a encore frappé. Spalletti est libéré ». Dans cette affaire à tiroir, les policiers découvriront éventuellement qu'il n'a pas été le premier accusé à tort. Et il ne sera malheureusement pas le dernier. La succession de meurtres dans les régions périphériques de Florence crée un mouvement de panique générale dans la population. Pour calmer le jeu, les enquêteurs arrêteront tour à tour une kyrielle de personnages sans preuve à l'appui. Donc il faut dire que il y a eu plusieurs policiers qui se sont occupés de cette enquête dans le temps, car c'était une enquête très très longue. Donc il y en a plusieurs qui ont changé, etc. Au début des années 80, la police italienne n'était pas préparée, ne connaissait pas le phénomène des tueurs en série. Avec la découverte des corps du couple Baldi-Pambi, l'hystérie s'empare de Florence et des campagnes environnantes. Les policiers sont inondés d'appels de dénonciation. Le tueur a déchaîné la mesquinerie, les petites vengeances et les jalousies dans la cité millénaire. Dans un article fin novembre, faute de véritables suspects, Mario Spezzi donne un surnom à ce tueur en série, le monstre de Florence. Ce nom va rester et il marquera autant les esprits en Toscane que Jack l'Éventreur dans le Londres de l'époque victorienne. Dans ce climat de peur entretenu par la presse et les rumeurs populaires, le samedi 19 juin 1982, une voiture accidentée est retrouvée en bordure d'une route de campagne. Le couple dans la voiture a été assassiné par un tireur. En voulant fuir en marche arrière, leur voiture s'est enlisée dans un fossé. Trop près d'une route passante, le monstre de Florence a quitté les lieux sans prélever le sexe de la femme. Et il a commis une erreur. L'homme n'est pas mort. Transporté à l'hôpital, la victime, Paolo Menardi, succombera sans avoir parlé. Les policiers décident de tendre un piège au tueur. Les journaux publient la fausse nouvelle que la victime a parlé. En soirée, le monstre appelle l'ambulancier qui a transporté la victime. Menardi, qu'est-ce qu'il a dit? Comme si l'hystérie n'était pas suffisamment à son comble,
Les enquêteurs font publier un portrait robot du suspect, réalisé grâce à un témoin de l'un des meurtres précédents. Ils sont immédiatement submergés d'appels. Tout le monde signale n'importe qui. Puis les enquêteurs reçoivent un courrier anonyme contenant un vieil article de journal sur un double meurtre commis avec un pistolet Beretta de calibre 22. Les 5 douilles retrouvées dans l'habitacle de la voiture sont des Winchester série H. Il s'agit bien de cartouches identiques à celles toujours utilisées par le monstre de Florence. La date du meurtre retient leur attention. Le 21 août 1968. Les enquêteurs récupèrent des archives le dossier de l'assassinat de Barbara Locci et d'Antonio Lobianco. D'abord, même s'il y a eu inculpation et condamnation, les douilles des balles Winchester ont été conservées durant tout ce temps. Une bonne partie de l'enquête sur le monstre consistait à comprendre où ce pistolet s'était retrouvé, qui l'avait rapporté chez lui après le premier meurtre, ce qui lui était arrivé, tout ça dans l'espoir d'identifier le monstre. Évidemment, tant au poste de police qu'au journal La Nazione, on veut tout savoir sur cette affaire oubliée, survenue il y a 14 ans. Barbara Locci est une femme de 32 ans, au regard langoureux. Les autres femmes du village la surnomment la reine des abeilles, à cause de ses infidélités répétées. Non seulement elle trompe son mari Stefano, mais elle le vole pour gâter ses amants de passage. Le mercredi 21 août 1968, elle s'empare de 60 000 lire, une indemnité reçue par son mari suite à un accident de moto, et amène son fils de 6 ans et son nouvel amant Antonio, un jeune maçon, sur un chemin désert pour y faire l'amour. Dans la pénombre, son mari Stefano Mele les observe. Il est en compagnie de son père qui a décidé de venger l'honneur de son clan et de 2 ex-amants, les frères Vinci, qui veulent se débarrasser du nouveau rival. Par la fenêtre arrière, l'un des 2 frères tire 7 balles. Natalino s'est éveillé au premier coup et il voit au-dessus de sa tête le tueur donner l'arme à son père. Stefano tire en tremblant un 8e coup sans conséquence qui atteint sa femme déjà morte. Le crime accompli, Stefano Mele se débarrasse du Beretta et amène son fils sur ses épaules à travers champs. Ce groupe d'hommes l'avait tuée, elle, ainsi que son amant. Ensuite, ils avaient transporté le garçon de 6 ans sur une distance de près d'1 kilomètre à travers les allées d'arbres. Ils l'ont laissé à la porte d'une maison. Le garçon a commencé à frapper à la porte et à appeler, dans l'espoir que quelqu'un vienne lui répondre. Finalement, la famille est descendue et a trouvé le garçon complètement terrifié qui leur a dit « Ma mère et mon oncle sont morts dans l'auto ». C'est ainsi qu'ils ont appelé les secours et que la police a découvert les 2 corps criblés de balles. Malgré le témoignage contradictoire de l'enfant et les preuves collectées sur la scène de crime, même si à l'évidence Stefano Mele ne sait pas manipuler une arme à feu et n'a pas les capacités physiques et intellectuelles pour planifier et exécuter un tel crime, il est condamné à 14 ans de prison. Affaire réglée. Après le meurtre, la police a rapidement identifié l'un des tueurs et l'a arrêté. Il est passé aux aveux. Il connaissait certains détails que seul le meurtrier pouvait connaître et il a été emprisonné. Or, il était toujours en prison lorsqu'un autre crime, également attribué au monstre, a été perpétré en 1974. Après avoir purgé ses 14 années d'incarcération, le pauvre mari a sombré dans la folie. Et depuis sa sortie de prison, il a été placé en institution où un jour il reçoit la visite du plus célèbre journaliste de Florence. Mario Spezzi se rend compte très rapidement que Mele n'est pas tout à fait sain d'esprit et qu'il n'aura pas réponse à ses questions. En plein délire, Mele semble n'avoir aucun souvenir. Au moment où Spezzi quitte, Stefano Mele le prévient. Dites-leur de trouver le Beretta, sinon ils vont continuer de tuer. Rien pour rassurer les amoureux.
Mario Spezzi écrit maintenant que le monstre de Florence n'est peut-être pas une seule personne, mais un groupe de tueurs. Les policiers pensent eux aussi que l'affaire de 1968 n'a jamais été un crime passionnel, mais un meurtre rituel collectif. Cette nouvelle orientation de l'enquête ne tarde pas à être baptisée la piste Sarde. La police croyait que le monstre devait être l'un des 4 ou 5 hommes impliqués dans le premier meurtre de 1968, commis avec le fameux pistolet Beretta. Durant des années, ils ont enquêté sur la famille Vinci, des immigrants d'origine sarde venus s'établir en Toscane au début des années 1960 et qui étaient impliqués dans des opérations criminelles, des enlèvements contre rançon. En somme, une famille de criminels. En 1982, les enquêteurs viennent à établir que Francesco Vinci se trouvait curieusement dans les parages lors des meurtres de 1974, 1981 et 1982. De plus, le 21 juin 1982, 2 jours après l'assassinat du couple Menardi-Migliori, les carabinieri découvrent la voiture de Francesco Vinci abandonnée dans une forêt. Trop de coïncidences. Francesco Vinci est arrêté et incarcéré. Mon client, Francesco Vinci, était un berger d'origine sarde, qui à l'époque s'était établi en Toscane. Il a été arrêté et détenu à Florence pendant presque 2 ans, suspecté d'être l'auteur de tous ces meurtres, jusqu'au moment où un jour la nouvelle tombe, comme une bombe, qu'en banlieue de Florence, un nouveau double meurtre a eu lieu et que le modus operandi est identique au meurtre précédent. L'arme utilisée était la même, donc le tueur ne pouvait pas être mon client car il était incarcéré. Le juge a été contraint de le libérer. Par une chaleur extrême, le samedi 7 septembre 1985, le monstre décide de frapper de nouveau. Cette fois, il a choisi 2 touristes français venus camper en Toscane. C'est un jeune couple de touristes français qui se sont qui ont installé leur tente dans une zone, ce qui est quand même incroyable, une zone où des panneaux multilingues disaient que c'était une zone dangereuse et qu'il ne fallait pas s'attarder à cet endroit-là. Dès les premiers tirs, la jeune touriste française est tuée sur le coup. Le jeune homme blessé à la jambe réussit à s'enfuir dans les bois. Mais rattrapé par le tueur, il est égorgé. Le monstre de Florence procédera par la suite à son rituel habituel sur la victime, restée dans l'attente. Les meurtres du monstre de Florence rendaient les autorités policières complètement folles. Parce qu'il tuait et qu'ensuite il attendait. Il attendait que la police arrête quelqu'un et le mette en accusation. Généralement, on avait droit à tout le cirque médiatique, reportages, gros titres en page couverture qui annonçaient le monstre de Florence est capturé, puis le monstre tuait de nouveau. Et il humiliait ainsi la police, qui devait relâcher son suspect avant de se remettre à fouiller partout comme des fous pour retrouver le tueur et arrêter quelqu'un d'autre. Et le monstre tuait de nouveau. Le monstre de Florence décide à nouveau de jouer au chat et à la souris. Une enveloppe a été envoyée à une femme procureure, si je ne me trompe pas, après le dernier crime. Dans cette enveloppe se trouvait une feuille de papier. Dans cette feuille de papier se trouvait un petit sachet en plastique dans lequel était enfermé un petit bout du sein qui avait été coupé, le sein gauche qui avait été coupé à la dernière victime. Immédiatement, bien sûr, cette femme a été mise sous protection policière. La procureure de la République, Silvia Della Monica, se retire de l'enquête. Face au mécontentement de la population, l'enquête est confiée à la police nationale sous la direction de l'inspecteur Ruggero Perugini.
Inspiré par les techniques du FBI, il reprend l'enquête depuis le début. C'est ainsi qu'ils ont repris une nouvelle enquête à partir de zéro. Ils ont utilisé des ordinateurs. Les ordinateurs personnels venaient tout juste d'être inventés et ils ont analysé des centaines et des centaines de milliers d'individus afin de savoir s'il y en avait un dont le profil correspondait aux critères qui pouvaient définir le monstre. Et un nom a finalement émergé, Pietro Pacciani. C'était quelqu'un qui n'était pas instruit, qui avait fait de la prison pour inceste, qui avait tué un amant de sa fiancée et il est resté en prison une grande partie de sa vie. Perugini mène une perquisition complète sur la ferme de Pacciani et y trouve miraculeusement une douille Winchester série H dans le jardin derrière la maison. Sur la foi de cette unique preuve, Pacciani est cité à procès. Au procès de 1984, les accusations contre Pacciani étaient celles de tous les meurtres attribués au monstre de Florence. Le procès de la cour d'assises à Florence a conduit à la condamnation pour tous les doubles meurtres, incluant celui de 1968. Le 1er novembre 1994, Pacciani est condamné à la prison à vie. À la suite de ce succès, l'inspecteur Ruggero Perugini est nommé à Washington. Et en octobre 1995, c'est l'ambitieux commissaire Michele Giuttari qui le remplace. Mais en Italie, un appel devant 3 juges est automatique pour toute affaire criminelle. Au procès d'appel, le procureur général, celui qui normalement demande la condamnation, lui-même, il a dit, je me souviens très bien, 1,5 plus 1,5, ça fait pas 1, ça fait 0. Cette enquête, il a dit publiquement, est digne de la Pink Panther. Suite au procès de 1996, la Cour d'appel de Florence a annulé la condamnation de Pacciani suite à ma demande, parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le tenir responsable des accusations portées contre lui. Frustré, le commissaire Giuttari demeure persuadé de sa culpabilité. Il revoit tout le dossier. Suite à une nouvelle perquisition, le commissaire réussit à obtenir les aveux de 2 complices présumés, Mario Vanni et Giancarlo Lotti. Ils seront déclarés coupables de 4 des doubles meurtres. Avec la condamnation des complices présumés, le procureur entend faire un nouveau procès à Pacciani. Il y a eu un autre recours en cassation de la part du ministère public et du procureur général. La cassation annula la sentence d'absolution et ordonna un nouveau procès contre Pacciani pour évaluer si ces indices qui gravitaient autour de lui étaient suffisants ou non pour justifier sa condamnation. Mais la veille du procès, Pietro Pacciani est trouvé mort dans sa résidence. De ce que j'en sais, la police a immédiatement déclaré que Pacciani avait été exécuté. Cependant, l'autopsie démontrera que Pacciani est plutôt mort d'un arrêt cardiaque. Les espoirs du commissaire Giuttari, qui voulait clore définitivement l'affaire du monstre de Florence, sont pratiquement anéantis. Depuis sa nomination, le commissaire est convaincu que les meurtres du monstre sont liés à un culte satanique. Pacciani n'était que le bras armé, pas la tête dirigeante. Les preuves pour soutenir cette théorie farfelue n'existaient tout simplement pas. Mais les preuves peuvent être fabriquées. Et c'est exactement ce que la police italienne et le commissaire Giuttari ont entrepris de faire. C'est-à-dire fabriquer toutes les preuves nécessaires pour démontrer qu'on avait affaire à une secte satanique. Selon Giuttari, de riches notables implantés dans les plus hautes sphères de la justice, de la médecine, des grandes banques, ont engagé Pacciani et ses 2 complices Vanni et Lotti
pour prélever des organes sexuels de jeunes filles et les offrir au diable en guise de sacrifice lors de leur messe noire. Suivant la piste occulte, Giuttari fait exhumer la dépouille d'un certain médecin Narducci qui se serait suicidé par noyade en 1985. Le procureur de la République de Pérouse veut réouvrir l'enquête sur le soi-disant suicide d'un médecin retrouvé noyé dans le lac Trasimeno. Supposément, ceci étant l'hypothèse retenue par le procureur de Pérouse, ce médecin, Narducci, aurait pu être le monstre de Florence. Il aurait été tué pour éviter qu'il ne révèle les noms de complices et des autres personnes impliquées. Mais je dois aussi dire que ces mêmes enquêtes n'ont mené à rien, donc on reste encore avec le doute. Évidemment, Spezzi dénonce avec virulence les méthodes et les théories des enquêtes policières. Il prouve par A plus B à quel point les conclusions des policiers sont ridicules et ne font que briser des familles et incarcérer des innocents. Au point de vue judiciaire des procès, de la vérité judiciaire, qui n'est pas la vérité, c'est la vérité judiciaire, on a 2 condamnés définitifs. Et ce sont les 2 idiots du village. Ceux-là ont été condamnés à perpétuité définitivement, mais dans le document que les magistrats italiens sont obligés de rédiger lorsqu'ils font une condamnation, ils doivent expliquer pourquoi ils ont condamné. Eux-mêmes, ils écrivent, il est vrai qu'il n'y a aucune preuve contre eux. Mais comme l'un d'eux a avoué, on doit le croire. Or, ici, on parle de personnes qui sont fortement dérangées et qui n'ont jamais, et même celui qui a avoué, pas seulement il n'a jamais donné une preuve, mais il racontait des choses qui ne correspondaient pas aux faits qui se sont déroulés. La Toscane vit dans la terreur d'un tueur insaisissable. Au bout de 20 ans, seule une hypothèse improbable demeure. La police italienne suit la piste d'un groupe fortuné de satanistes qui ordonnerait des sacrifices humains. Seul obstacle à cette explication miracle, le monstre de Florence agit seul. Par une logique tordue, les enquêteurs ont conclu que si Spezzi défend avec tant de ferveur dans la presse l'innocence de Pacciani, des 2 soi-disant complices Vanni et Lotti et de Narducci, c'est parce qu'il est l'un des commanditaires des meurtres, ou pire, qu'il est lui-même le monstre de Florence. À tout le moins, son complice. Mario Spezzi était un journaliste italien de premier plan, qui fréquentait régulièrement les plateaux de télévision et qui s'est retrouvé un jour sur la plus grande émission italienne consacrée au crime, Quella Visto. Au cours de cette émission, il a vertement critiqué l'enquête de la police et ridiculisé l'inspecteur-chef Giuttari, qui était en charge de l'enquête. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Giuttari et ses hommes ont perquisitionné l'appartement de Mario, l'ont saccagé, ont saisi son ordinateur et toute la recherche concernant notre livre, les disques durs et les archives. Puis ils sont repartis. Le journaliste qui fait la une depuis des années en suivant l'enquête fait maintenant les gros titres en tant que suspect. On interroge et intimide son co-auteur, l'Américain Douglas Preston, à un point tel qu'il devra fuir l'Italie pour éviter d'être incarcéré. J'ai été interrogé par 5 officiers de police et par un procureur, la procureure en chef de l'affaire, Giuliana Mignini, durant des heures, et sans la présence d'un avocat, en italien et sans interprète. Bien sûr, je parle italien, mais j'ai été interrogé par 5 flics qui me mettaient sous pression et qui en plus avaient mis mon téléphone portable sur écoute, de sorte qu'ils avaient eu accès à toutes mes conversations. À un moment donné, je leur ai dit, « Écoutez, m'accusez-vous d'un crime? Croyez-vous que j'ai commis un crime ?» Et ils m'ont répondu, « Oui, c'est exactement ce que nous faisons, Monsieur Preston. Nous vous accusons d'un crime. »
Et si vous n'avouez pas dès maintenant, nous allons vous accuser de parjure. Alors j'ai dit, je ne peux pas avouer un crime que je n'ai pas commis. Et ils m'ont accusé de parjure, d'obstruction à la justice et de plusieurs autres chefs d'accusation, si bien que je croyais que j'allais passer le reste de ma vie en prison. Ensuite, ils m'ont dit, nous allons suspendre les chefs d'accusation le temps qu'il faut pour que vous puissiez quitter l'Italie. Mais nous allons les réinstaller. Bien sûr, le lendemain matin, j'étais à bord d'un avion et je quittais l'Italie avec ma famille. Nous n'avions pas le choix. Ensuite, Giuttari et ses hommes ont arrêté Mario. On vient fouiller ma maison 3 fois, en cherchant même le revolver du monstre et des parties du corps féminin. Et ensuite, on m'arrête et on me garde même une douzaine de jours en isolement car j'étais très dangereux. Et je reste là jusqu'à ce qu'évidemment tout tombe. Entre-temps, le journaliste croit avoir identifié le monstre. Il a complété l'enquête que la police aurait dû faire. Il a trouvé qui possède le fameux pistolet Beretta. Mario a été capable d'associer l'arme à cette personne. Et c'est pourquoi il a été en mesure d'affirmer que c'était le monstre de Florence. Mario a ensuite analysé les mouvements de cette personne au cours de la période des meurtres, les a répertoriés sur une carte de la Toscane et a été en mesure de démontrer que cette personne vivait toujours très près des zones où ces meurtres avaient été perpétrés. Ces meurtres se sont produits sur une zone très vaste, parfois éloignés les uns des autres de 30 à 40 km. Et il a été en mesure de démontrer qu'entre 1974 et 1981, période où aucun crime n'avait été commis, cet individu n'était pas à Florence, il était parti dans une autre région de l'Italie. Un soir, accompagné de son ami américain, il ose sonner à la porte de celui qu'il croit être le monstre de Florence. Nous nous sommes présentés chez lui à 10 h du soir, alors que nous étions certains de le trouver à la maison. Nous avons sonné, c'était dans un immeuble à appartements, et il a commandé l'ouverture de la porte sans même demander qui nous étions. À peine rentré dans l'appartement, l'homme s'écrie « Je te reconnais, toi, Mario Spezzi. J'ai lu toutes tes chroniques sur le monstre de Florence. » Ce type en connaissait davantage que n'importe qui sur le cas du monstre. De fait, il connaissait même certains détails qui n'avaient jamais été rendus publics. Et il s'en vantait. Comme s'il voulait nous narguer par sa connaissance de l'affaire. Un face-à-face avec un diable tel que les romanciers l'imaginent. Le 9 septembre 2016, à l'âge de 71 ans, Mario Spezzi décède. Jusqu'à sa mort, il maintiendra sa conviction que la justice italienne n'a pas résolu et ne résoudra pas l'affaire du monstre de Florence. Mario Spezzi en connaissait davantage sur l'affaire du monstre de Florence que les policiers ou les enquêteurs, parce qu'il avait suivi l'histoire dès le début à titre de journaliste. Il en était devenu obsédé et en avait fait l'œuvre de sa vie. Une des grandes tragédies de cette histoire, c'est qu'il était un journaliste d'un courage incroyable, dont le seul intérêt était de découvrir la vérité sur l'identité du monstre. Or, le système de justice italien l'a non seulement arrêté et accusé à tort d'être lui-même le monstre, ce qui était une accusation parfaitement ridicule, mais même après son acquittement, alors qu'il avait fait la preuve qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire, ils ont continué à le soupçonner, à le traquer et à le persécuter pour le restant de ses jours. Et je suis intimement convaincu que s'il est mort si tôt, c'est à cause de ce harcèlement constant de la part des autorités judiciaires italiennes. Et maintenant qu'il est mort, je crois que nous ne connaîtrons jamais la vérité. Dans 100 ans, ce sera exactement comme Jack l'Éventreur. Nous continuerons à écrire des livres, nous continuerons à faire des émissions de télé, nous continuerons à débattre de l'histoire et la vérité continuera de nous échapper. Pour Mario Spezzi, cette affaire s'est résumée à une réflexion beaucoup plus prosaïque. Cette histoire commence avec un monstre qui est l'assassin et se termine avec un autre monstre qui est la justice italienne.